Salut à tous, vous êtes à Crypto Economy Politics, la chaîne qui s'est donnée pour objectif d'éduquer et d'informer les populations africaines sur les enjeux politiques et économiques des registres distribués comme la blockchain et de leurs applications comme les crypto-monnaies. Tout de suite, l'intro. Alors, je vous ai découvert sur LinkedIn. Il faut dire que actuellement, il n'y a pas beaucoup d'experts ou beaucoup de gens qui s'y connaissent en blockchain. Il y en a quelques-uns. Donc, au niveau du Mali, vous êtes, j'ai vu que vous êtes quand même assez, voilà, vous y connaissez un peu. Vous êtes financier. Vous avez travaillé à la banque commerciale, voilà, agricole. La Banque nationale de développement. Voilà, la Banque nationale, voilà. Et voilà, actuellement, vous êtes à Télécell. Voilà, donc vous êtes vraiment un financier de formation au Niger, à Dakar et tout ça. Et vous êtes blockchain. C'est vraiment la partie certification blockchain qui m'a attiré pour que je vois pourquoi un financier est intéressé par la blockchain. Donc, vraiment, je vais vous laisser vous présenter, parler un peu de vous. Voilà, pourquoi vous êtes intéressé par la blockchain. On va déjà commencer par vous, votre nom, prénom, votre background et tout ça. Voilà, donc je vous laisse la parole. Ok. Merci beaucoup déjà pour l'intérêt que vous portez à ma personne. Moi, c'est Cheikh Oumar Sanou. Je suis ingénieur financier. Moi, mon parcours, c'est un parcours assez atypique parce que j'ai commencé par le bac G2, c'est-à-dire le bac en comptabilité. Et après, le DUT, la licence, le master et tout. Donc, juste pour vous dire que moi, je suis un homme de formation. J'aime beaucoup les formations, je suis curieux et puis voilà. Donc, en réalité, c'est après mon master en finance, en ingénierie financière, je me suis dit, ok, bon, déjà, le doctorat, ça peut attendre un peu. Donc, du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te lancer peut-être dans la certification, juste de temps à autre, de mettre à jour tes connaissances et tout. Okay. Le master, c'était donc, oui, au fait, j'ai deux masters. Le premier master, c'est en CCA, comptabilité, contrôle et audit. Ça, c'est avec l'SKE du Niger. Et le deuxième master, ça, c'est l'ingénierie financière. L'ingénierie financière, ça, je l'ai fait à Bamako ici. Mais c'est une école qui est délocalisée à Bamako, l'ISF de Dakar, qui est délocalisée à Bamako. Dont notre promotion porte le nom de l'actuel Premier ministre du Mali, Dr Boubou Cissé. Ah, ok, super. Voilà. Donc, voilà un peu, j'ai donc deux masters en fait. Pour l'SKE du Niger, j'avais voulu... Au fait, je suis un peu en phase de l'expertise. Je veux faire l'expertise, le DSCG français. Donc, je suis là-dessus. Pour le moment, c'est pas encore... j'ai fait à deux yeux comme ça, mais bon, je suis là-dessus. C'est encore loin. Donc, voilà comment j'ai découvert la blockchain, parce que je me suis lancé dans la certification. Et dans les certifications, j'ai vu qu'on me proposait des formations en finance technologie. Fintech. Donc, la finance, voilà, fintech. C'était une école qui est aux États-Unis et puis en Angleterre, CFT. Je suis là-dessus, je n'ai pas encore fini avec cette certification parce que c'est assez costaud pour moi, vu que je ne suis pas informaticien à la base. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire le rapprochement.
Dans la pratique, vous l'avez dit au tout début, j'ai fait au moins 5 ans dans une banque. Dans la pratique, on sait qu'aujourd'hui, la technologie a vraiment toute sa place au sein de la finance. Donc, aujourd'hui, dans la théorie, je l'ai découvert aussi et j'ai essayé d'approfondir encore. Plus j'approfondissais, plus, au fait, je me dirigeais vers la blockchain. Donc, c'est une fois en regardant les formations, j'ai vu formation blockchain. C'était un mot qui était nouveau pour moi. Donc, déjà, je suis allé sur Google, j'ai fait des recherches sur la blockchain, j'ai vu c'était quoi à peu près. Et j'ai opté pour faire un certificat aussi avec Blockchain Consul. J'ai fait c'est un petit certificat. C'est un petit certificat de débutant. Okay. Okay. Voilà, donc j'ai fait ce certificat-là sur la blockchain. Ok. Mais qu'est-ce qui a vraiment, parce que c'est quelque chose de nouveau, mais quand même, vous avez voulu y aller et faire quand même une certification. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la blockchain? Parce que vous étiez financier, donc sûrement il y a quelque chose qui vous a attiré et vous avez eu envie de vraiment avoir une certification. Parce que les personnes normales, c'est juste faut se former et puis bon, c'est fini. Mais vous, c'est carrément, vous y allez apparemment à fond. Oui, bon, moi, au fait, ce qui m'a poussé, c'est le futur. C'est le futur. J'ai vu en la blockchain le futur. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre de l'avance, me former déjà et puis commencer à prendre le taureau par la corne en attendant que l'Afrique rejoigne la marche, quoi. Voilà un peu ce qui m'a vraiment poussé à m'intéresser à la blockchain. Et bon, j'ai vu, parce que quand vous regardez la blockchain, je dirais que c'est un outil plus financier qu'informatique pour moi. Okay. Pour moi. Dans nos relations, la notion de tiers de confiance, et ça pose tout un problème au niveau des banques où, voilà, soit c'est le coût qui est très, très élevé, soit le tiers de confiance n'est pas fiable. Mais moi, j'ai vu en la blockchain la confiance et le futur. Ok. Mais depuis que vous êtes intéressé à la blockchain, est-ce que vous avez eu à travailler dans les entreprises? Est-ce qu'il y a des entreprises au Mali qui s'y intéressent ou ailleurs, hors du Mali? Est-ce que vous sentez qu'il y a un petit intérêt à quelque part? L'intérêt est là. L'intérêt est là. Ici au Mali, je n'ai pas personnellement vu d'entreprise implémenter la blockchain. Je sais, comme c'est quelque chose qui est nouveau, moi, j'ai été surpris quand j'ai demandé à certains informaticiens, sinon quand j'ai causé avec certains informaticiens qui ne savaient pas ce que c'était que la blockchain. Donc, ici au Mali, je n'ai pas vu de société qui l'implémente. Okay. Mais par contre, j'ai même une application sur mon téléphone, Android, où, par exemple, au Ghana, où on l'implémente déjà. Je sais qu'il y a une association au Ghana qui l'implémente dans le domaine foncier. Ok, le Bitland. Et voilà, j'ai participé aussi à un projet, je dirais un concours de projet avec la BRVM. Ok. Voilà, bon, je sais que jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour par rapport à... Oui, peut-être que je n'ai pas été sélectionné parce que quand même, on a déposé depuis courant 2019. Hein. Bon, je n'ai pas eu de retour d'abord. La BRVM avait lancé un concours de FinTech où on devait proposer des projets en se basant sur les technologies disruptives. Voilà, dans le domaine de la finance, quoi. Ok. Donc, on va essayer maintenant de parler un peu de crypto-monnaie au Mali. Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? C'est-à-dire que si vous essayez d'analyser l'utilisation de la crypto-monnaie au Mali, qu'est-ce que vous pouvez dire? Au fait, comme je vous l'ai dit, la blockchain, je n'ai pas eu cas d'implémentation au Mali. Et la les crypto-monnaies? Voilà. Oui, la crypto-monnaie, si. La crypto-monnaie, il y a une société famille, Jawara, qui proposait, je dirais que c'est assez timide. C'est assez timide parce que il proposait des trucs. Son crypto-monnaie s'appelait Alexis, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais bon, je ne pense pas que ce soit aller loin. Parce que moi, je m'étais proposé même pour miner sur ces trucs-là. Mais bon, finalement, je ne pense pas que ce soit aller loin. Mais peut-être que c'est toujours en projet chez lui. Mais c'est le seul crypto-monnaie dont j'ai connaissance ici au Mali. Parce qu'il proposait, il avait ouvert un restaurant où on pouvait payer avec sa crypto-monnaie. C'était intéressant. Peut-être que c'est toujours en projet. Donc ça veut dire, à part ce projet, vous ne connaissez pas d'autres acteurs du domaine au Mali. C'est vraiment un peu vide, selon vous. En fait. Oui. Par exemple, dans la sous-région, je sais qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de gens qui font de la crypto-monnaie. Moi, j'ai oublié un peu. Il y avait quelqu'un m'avait contacté un moment pour ça, pour la crypto-monnaie. Mais en fait, je ne me rappelle plus du nom de cette crypto-monnaie-là. Mais c'était plus développé en Côte d'Ivoire, en Cameroun, au Mali. Bon. Hein? C'est Kcoin? C'est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, je vais... Peut-être développé en Côte d'Ivoire, c'est ça? Voilà. Donc, bon, pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc, on peut dire que vous êtes, disons, une sorte de pionnier de la blockchain au Mali, c'est ça? S'il n'y a vraiment pas grand monde, c'est-à-dire, vous devez jouer un rôle plus important dans ce... Voilà, vous devez vraiment essayer de booster, tirer les autres à entrer dans le domaine, n'est-ce pas? Ou est-ce que vous avez des plans dans ce domaine? Oui, bon, moi personnellement, je sais que ce n'est pas chose facile. Imagine quelque chose que des gens qui ont fait l'informatique ne connaissent pas. Moi, un financier, m'arrêter devant des gens pour les expliquer un peu ce que c'est que la blockchain, c'est un peu difficile. Mais bon, c'est presque une passion. C'est presque une passion. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup finance. Donc, ma part, il n'y a pas longtemps où j'avais lancé un appel sur LinkedIn pour essayer de voir, sinon, de sonder tous ceux qui font un peu de la blockchain au niveau du Mali pour qu'on puisse se regrouper et puis, voilà, faire quelque chose. Les seules personnes qui m'ont contacté, c'est des gens qui ne savaient pas ce que c'était que la blockchain et qui voulaient en savoir plus. Mais bon, je n'ai pas eu de retour de personnes qui étaient vraiment dans le domaine. Mais généralement, quand les gens vous contactent, ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est que la blockchain, quand ils vous contactent, quelles sont les questions qu'ils ont généralement? Ou que ce soit blockchain ou crypto-monnaie ou tout ce qui concerne sur cet espace-là. Quelles sont les inquiétudes qu'ils ont, les questions les plus fréquentes? Qu'est-ce qu'ils demandent généralement? Bon, déjà, ce que je dirais, c'est... En fait, la notion de crypto-monnaie est plus vulgarisée que la notion de blockchain. Donc, voilà. Donc, du coup, quand les gens me contactent, c'est surtout pour me demander par rapport à la crypto-monnaie. Et les questions, c'est sur la confiance qu'on peut faire à ces crypto-monnaies
si c'est quelque chose de fiable, est-ce qu'on doit s'y fier pour faire ces opérations? C'est des questions comme ça. C'est des questions comme ça. Ok. Mais en ce moment, comment vous répondez? Bon, moi, personnellement, ce que je dis, c'est... Au fait, moi, je suis plus blockchain que crypto-monnaie parce que je sais que avec la crypto-monnaie, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs. Donc, quand c'est pas très encadré, c'est assez difficile de conseiller les gens par rapport à ce qu'ils veulent faire. Moi, personnellement, quand on me demande par rapport à la crypto-monnaie, je leur conseille d'aller vers le Bitcoin et puis voilà, peut-être l'Ether, voilà, des trucs comme ça. Sinon, principalement vers le Bitcoin, c'est ce que je conseille la majeure partie du temps. Ok. Voilà. Okay. Il y a eu des cas de fausse monnaie, de fausse crypto-monnaie, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont contacté parce qu'ils doutaient du fait que la monnaie est fausse? Ou bien est-ce que vous avez entendu parler des fausses monnaies? Et généralement, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce que généralement, les gens disent comment on sait si c'est vraiment une fausse monnaie ou pas? Bon, moi, je ne vais pas parler voilà, je ne vais pas parler de fausse monnaie. Je vais juste dire que il y a un moment où le système bloque. Il y a un moment où le système bloque. Parce que la crypto-monnaie, pour moi, la crypto-monnaie, c'est basé sur la confiance qui est derrière. Et la confiance qui est derrière, c'est par exemple moi, ma personne. Si moi, je lance une crypto-monnaie, au fait, je suis garant. Le sous-jacent de cette monnaie-là, c'est moi, c'est ma personne. Est-ce que je suis quelqu'un de fiable? Si je suis quelqu'un de fiable, est-ce qu'aujourd'hui, je peux garantir des transactions à tous ceux qui vont adopter ma monnaie? Est-ce que ceux qui veulent se retirer un jour, est-ce que je suis disposé à les rembourser? Donc, c'est un peu ça. C'est le système. Et à un moment, quand le système ne fonctionne pas, voilà, les gens perdent confiance. Voilà. Donc, moi, je préfère dire qu'il n'y a pas de fausse monnaie, mais c'est la personne qui est derrière qui garantit sa monnaie, au fait. Si on a, je ne sais pas comment dire, si on a un échantillon d'utilisateurs, voilà, c'est à nous de leur donner, sinon c'est à la personne qui propose sa crypto-monnaie là, de leur donner de la confiance pour que sa crypto-monnaie puisse évoluer. Ok, maintenant parlons de l'utilisation même. Est-ce que vous voyez vos parents ou les gens du village, le monde rural? Parce que généralement, les gens disent, ah, c'est pas pour l'Afrique. Voilà, en Afrique, c'est différent. Voilà. Est-ce que vous voyez ces gens-là utiliser la crypto-monnaie ou avoir des applications blockchain qui peuvent les servir? Pour l'application blockchain, que ce soit la blockchain, que ce soit la crypto-monnaie, pour moi, il y a un accompagnement qui manque. Et cet accompagnement-là, ça doit venir des plus hautes autorités. Okay. Par exemple, pour la blockchain, il faut forcément que, parce que les domaines d'intervention de la blockchain sont des domaines qui sont fortement réglementés. Okay. Par exemple, quand vous prenez par exemple une opération de transaction foncière, c'est une opération qui est réglementée. Quand vous prenez, par exemple, une opération de crédit documentaire, en banque, il y a ce qu'on appelle le crédit documentaire. C'est une opération qui est réglementée. Quand vous parlez, même la notion de tiers de confiance dont j'ai parlé au début, c'est cette notion de tiers de confiance-là est réglementée. Il y a des gens qui sont aptes à intervenir, à être de voir avec, par exemple... OK. Au fait, ce que je disais, c'est que quand on prend la blockchain, quand on prend la crypto-monnaie, moi, je peux dire qu'on a déjà de la monnaie virtuelle qui circule ici déjà en Afrique.
Et, et cette monnaie virtuelle, ce n'est même pas... moi, je n'ai jamais entendu parler de Orange Money, par exemple, en Europe. Je n'ai jamais entendu parler de Orange Money. Mais je sais que ça existe ici. Et que, par contre, il y a Orange Bank en France. Et ce même Orange Bank vient d'ouvrir ici avec Orange, en se basant sur les clients potentiels sinon les prospects de Orange Money. Donc, dire que la crypto-monnaie, ce n'est pas fait pour l'Afrique, déjà, moi, je ne suis pas d'accord. Je me dis que c'est possible, c'est très bien possible. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand vous partez au marché, quand vous partez au fin fond de Koutchala, Koutchala, c'est une ville du Mali ici, vous allez voir que les gens utilisent Orange Money, la monnaie électronique, les gens l'utilisent. Et moi, je ne vois pas de différence particulière entre la monnaie électronique et puis la crypto-monnaie. Je me dis que la seule chose qui manque à la crypto-monnaie, c'est la confiance qui est derrière, que les gens puissent ne pas être abusés. Voilà, je pense que si ce problème-là est réglé, la crypto-monnaie dans 5 ou 10 ans, sinon dans moins de 10 ans, on pourra très bien utiliser la crypto-monnaie dans nos transactions de tous les jours. Par contre, la blockchain, non seulement il faut cet accompagnement-là, mais il faut vraiment l'engagement des acteurs au niveau de la sous-région. Parce que je parlais tantôt de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires. Parce que quand vous regardez la blockchain, il y a beaucoup d'éléments de la blockchain. Sinon, l'implémentation même de la blockchain se fait dans des domaines assez réglementés. La notion de tiers de confiance, c'est n'importe qui ne peut être tiers de confiance. Vous allez voir que le droit dit que quand vous avez des situations comme ça, il faut passer devant le notaire. Le notaire, c'est un tiers de confiance. Alors qu'aujourd'hui, la blockchain peut jouer le rôle du notaire. Mais pour que la blockchain puisse le faire, il faut que l'OADA dise, OK, désormais, la blockchain est partie prenante des transactions au niveau de la sous-région. Donc, je pense que c'est ce qui nous manque. J'espère qu'avec l'engagement des uns et des autres, on pourra arriver à faire ça, quoi. Donc, vous dites déjà que, par exemple, si la blockchain, c'est comme si la blockchain peut remplacer le boulot des notaires. Est-ce que ça n'a pas une opposition Il n'y a pas d'opposition dans la mesure aujourd'hui où on parle de digitalisation. On est dans un monde qui est fortement digitalisé. Et toute société, toute personne qui va se mettre je dirais, qui va se mettre à l'écart de la digitalisation va rester sur le côté. Le monde va avancer sans ces personnes-là. Et aujourd'hui, l'avantage de la digitalisation, c'est quoi? C'est déjà d'amoindrir les coûts. Parce qu'aujourd'hui, si tu dois passer chez le notaire pour une opération qui va te coûter à peu près 200 000 ou 300 000 francs, et que tu as une application blockchain qui te permet de faire cette transaction-là à 50 000 ou bien à 25 000 même, pourquoi aller encore chez le notaire? Voilà. Moi, je pense que c'est à ces gens-là de s'approprier de cette nouvelle technologie pour ne pas être en marche de l'évolution. Ça, ils sont obligés. Ils sont obligés. On a parlé tantôt de la réglementation. Est-ce qu'au Mali ou en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, est-ce que vous avez entendu parler d'un pays qui a réglementé le domaine de la blockchain ou de la crypto en général? Est-ce que c'est réglementé? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Je sais que même en France, je pense que il y a des projets qui sont en cours, mais pour le moment, il n'y a pas de réglementation qui
qui dit la blockchain, c'est ci, c'est ça. J'ai suivi une émission sur ça pour le moment où j'ai un ami sur LinkedIn qui a même fait, qui était allé au sein de l'Assemblée pour expliquer un peu, pour qu'ils puissent prendre des lois par rapport à ces choses-là. Pour le moment, ce n'est pas du tout réglementé. Bon, moi, je peux juste vous dire que peut-être ceux qui décident même de cette réglementation ne savent pas ce que c'est que la blockchain. Parce que nous, les acteurs même ne font pas assez de promotion pour qu'on aille vers cette réglementation-là. Donc, je pense que c'est ça le problème. Je profite de l'occasion peut-être pour saluer un avocat, Maître Konaté, Maître Ismaël Konaté, qui a été garde des Sceaux ici au Mali, qui est inscrit au barreau de Bamako ici, de ce que c'est que la blockchain, de ses applications. Et je sais que lui aussi, il est là-dessus. Il est en train d'étudier comment faire pour réglementer cette technologie-là. Ok. Je suis actuellement en face d'un de vos posts sur LinkedIn. On parle de Orange Bank Africa. Vous avez dit Orange Bank Africa, c'est la bête noire des institutions financières. Je me rappelle encore que je disais la même chose de Orange Money à ses débuts. Et vous dites, à mon avis, la bête a pris du poil et ce qui sera probablement c'est des corps. Donc, en gros, votre impression sur Orange Bank Africa, Orange Money et le futur de cela. Oui. Au fait, c'est ce que je vous disais au tout début. Moi, j'ai commencé par la banque. J'ai commencé par la banque. Et je me rappelle qu'il y a le PDG à l'époque qui disait que l'informatique a pris en otage la banque. C'est juste pour vous dire à quel point c'est important aujourd'hui l'informatique dans le système financier. La technologie, elle est vraiment importante aujourd'hui dans le système financier. Et quand j'ai vu venir Orange Money, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Les banques vont se laisser faire. Et, bon, apparemment, ils se sont laissés faire. Et ils n'ont pas eu... C'est vrai que Orange Money a eu un peu de soucis avec la réglementation au niveau de la BCAO, qui a essayé de le réglementer. Donc, il y a une réglementation pour l'émission de la monnaie électronique. Ils ont essayé de le réglementer, mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que 80% des transactions se fait à travers Orange Money. Les transferts que j'envoie de l'argent à un ami ou bien à un parent, ça se fait à travers Orange Money. Alors qu'il y avait des systèmes classiques qui étaient là, ces systèmes-là sont laissés pour compte aujourd'hui. Vous prenez aussi, même aujourd'hui, dans toutes les banques du Mali, vous allez voir que tout le monde a voulu aller vers ça, c'est-à-dire associer son numéro de téléphone à ton compte. Donc, du coup, sinon, ceux qui ne font pas ça même, ils font de telle sorte que Orange Money puisse être leur partenaire. C'est-à-dire que tu puisses faire un transfert de ton compte Orange Money vers la banque ou bien de faire un transfert de ton compte bancaire vers ton compte Orange Money. Donc, aujourd'hui, Orange Money est devenu incontournable. Orange Money est incontournable aujourd'hui dans nos transactions de tous les jours. Et à ma grande surprise, qu'est-ce que je vois? Bon, ce n'est pas une si grande surprise parce que la logique, c'était ça. La logique, c'était ça. Vous voyez que Orange Bank vient. Ils ont commencé en Côte d'Ivoire. Ils disent que peut-être au courant le 4e trimestre de 2021, ils vont commencer au Sénégal et puis au Mali ici. Okay. Orange Bank, qu'est-ce que Orange Bank va faire? Qu'est-ce que Orange Bank va faire? Moi, par exemple, pour que moi je puisse faire un prêt aujourd'hui, il me faut me déplacer, aller à la banque parce qu'ils n'acceptent pas de dossier numérique. Il faut que j'aille sur place, faire des démarches. Et quand c'est, par exemple, la Tabaski vient de passer, et quand c'est ces périodes d'affluence-là, ce n'est pas facile d'avoir accès à la banque. Donc, du coup, voilà, on peut se décourager et puis ne pas aller à la banque. Alors qu'avec Orange Money, c'est instantané.
Je veux prendre un prêt tout de suite et je tape les codes UCCD et je fais mon prêt. Voilà ce qui va se passer. Et vous voyez que le taux de bancarisation dans notre zone est assez faible. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que tous ces gens-là sont hors du système financier. Quand on élargit le système financier, on va les retrouver dedans. Mais on va les retrouver où? À travers des opérations de mobile money. Donc, tout le segment qui est délaissé par les banques, Orange Money va prendre tout ce segment-là pour lui seul. Et je suis sûr que même ceux qui utilisent que les banques aujourd'hui vont vouloir aller aussi vers ce système-là. Donc, c'est vraiment une bête qui a poussé des cornes et il va commencer à les éjecter, c'est sûr. C'est sûr, c'est à eux maintenant de prendre les mesures pour aller vers cette digitalisation-là qui est incontournable. Okay. Et vous avez parlé de l'élément fondamental de la blockchain comme étant la confiance, c'est bien ça? La confiance, Oui, bien sûr. voilà. Bien Mais sûr. en ce moment, où est-ce qu'on retrouve la confiance dans les différentes transactions? Parce que Orange Bank Orange Bank Oui. Africa est en train de combler un vide qui est là, c'est-à-dire le fait qu'une grande partie de la population n'est pas vraiment bancarisée. Mais comment si, par exemple, supposons qu'il y a une banque, une nouvelle banque blockchain, qu'est-ce qu'elle peut vraiment offrir? Parce que je ne sais pas si la confiance est vraiment quelque chose dont les populations africaines ou maliennes veulent vraiment. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut combler pour pouvoir faire avancer les finances en général? OK. Par exemple, quand vous prenez le crédit documentaire, où j'ai un partenaire, par exemple en Chine, et moi je suis ici, je veux faire des achats, où je dois passer par ma banque, qui contacte lui sa banque, et la transaction se passe entre les deux banques. Mais à un moment donné, le partenaire en Chine peut se désister. Peut-être, moi, je n'ai pas reçu mes produits. Sinon, j'ai reçu mes produits, ce n'est pas conforme. Mais, du coup, moi, mon argent est parti. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Voilà un peu. Quand l'être humain est derrière, il peut toujours y avoir des problèmes. Mais quand vous prenez, par exemple, les smart contracts, où c'est des trucs qui sont automatiques. Voilà un peu ce que la blockchain peut apporter. Que l'être humain ne s'y mixe pas dans les affaires et que voilà, quelqu'un se désiste ou bien voilà, que quelqu'un pose des actes après et vient dire non, non, non. Avec la blockchain, avec les smart contracts, c'est automatique. Tu as reçu je dirais, tu as reçu tes marchandises, automatiquement, le virement est fait sur mon compte. Voilà un peu ce que la blockchain peut apporter. Et je parlais aussi de diminution de coûts. Vous allez voir que si on adopte la blockchain, l'exemple, je l'ai déjà donné. Par exemple, si moi, je dois aller hypothéquer ma maison pour faire un truc, où je dois forcément aller chez un notaire pour qu'il fait un acte pour dire que j'ai hypothéqué ma maison. Alors qu'avec la blockchain, le tiers de confiance est là et il est moins cher. Donc, voilà un peu pourquoi on peut aller vers la blockchain. OK. Orange, c'est une entreprise de télécom. Actuellement, vous travaillez à Télécell, c'est ça? Oui. Et je pense que Télécell, c'est une entreprise burkinabé qui a une agence. C'est un truc comme ça, je pense. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer Télécell, la structure de Télécell, comment c'est? C'est une entreprise d'où exactement? Au fait, Télécell, c'est la marque. Télécell, c'est la marque. C'est une marque. Voilà, c'est une marque. La société même, c'est Atel. La société, c'est Atel. Télécell, c'est une marque. Ça veut dire que ce n'est pas forcément toutes les sociétés Télécell dans le monde qui appartiennent à la même personne. C'est une marque que moi, je peux acheter pour faire mon activité de télécommunication.
Sinon, là où moi je suis, c'est une filiale de Télécel Burkina. OK. De Télécel Burkina. Donc, voilà, les deux sociétés appartiennent à la même personne. OK. Que ce soit Télécel Burkina, que ce soit Télécel Mali. OK. Et je vois que j'ai l'impression que les autres entreprises de télécom sont en train de laisser Orange aller tranquillement à la conquête des consommateurs. Qu'est-ce que vous êtes à Télécel? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Quelle est la décision que vous allez prendre face à Orange Bank Africa? Parce qu'il y avait déjà Orange OK. Money. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au fait, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Et c'est mon avis personnel, je ne parle pas au nom de Télécel. Okay. Mais déjà, je me dis que Orange, c'est déjà... parce que quand vous regardez Télécel, par exemple, c'est une société africaine. C'est une société africaine. Alors que quand vous regardez Orange, c'est un groupe. Orange, c'est un groupe, c'est une filiale Orange Mali, c'est une filiale de la Sonatel, donc Orange France est actionnaire et tout. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ce qui peut faire la différence entre nos sociétés africaines et puis les filiales de groupes qui viennent de l'étranger. Parce que ils ont déjà la technologie. Vous dites et voilà, ils ont déjà la technologie. Vous allez trouver que, voilà. Mais c'est ce que ils ont déjà la technologie. Non, et qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, en tant que filiale, par exemple, d'Orange, Orange France, si je suis filiale d'Orange France, Orange France met à ma disposition sa technologie. Okay. Alors que si je suis une société typiquement africaine, je dois aller acheter la technologie avec Orange. Okay. Donc, voilà un peu ce qui peut faire la différence entre ces deux, quoi. Donc, vous voulez dire qu'en fait, les entreprises africaines n'ont pas suffisamment de moyens pour en fait acquérir la technologie pour vraiment compétir. Effectivement. Okay. Effectivement. Et la technologie et les ressources humaines, voilà, parce que tout ce qui est technologie, ça vient de là-bas d'abord avant que ça se développe ici. Donc, ils ont la ressource humaine et la ressource matérielle pour faire les trucs. Ok, intéressant. Alors, on va parler un peu politique. Je ne sais pas si vous faites un peu, vous aimez la politique ou pas, mais bon, on y va. Alors, oui. Le Mali, c'est actuellement, le Mali est actuellement à la une. Qu'est-ce qui se passe au Mali politiquement? En tout cas, nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Expliquez-nous un peu. Ok, moi, je suis citoyen actif. Donc, okay. Ça veut dire que je m'intéresse à tout ce qui rentre tout ce qui rentre dans la vie de la nation. Okay. Même si je ne suis affilié à aucun parti politique. Okay. Au Mali, nous avons un problème institutionnel qui s'est accentué avec les élections législatives et une crise post-électorale des élections législatives. Voilà un peu ce qui se passe parce que la Cour constitutionnelle a déclaré des résultats. Les gens ont trouvé que ce n'était pas normal parce que la première instance a délivré ces résultats-là, avait donné des députés comme gagnants et la Cour constitutionnelle les a déboutés. Et on les appelle ici les députés nommés au fait. Okay. Donc les gens disent qu'ils n'ont pas été élus, qu'ils ont été nommés par la Cour constitutionnelle. Voilà un peu ce qui se passe. Le problème, il est profond. Ça ne se limite pas à la crise seulement ça le problème. Mais bon, il y a une crise de confiance entre le régime actuel et la population, je dirais. Ok. Donc, est-ce que vous pensez que, parce que vous avez parlé d'élections, entre-temps, oui. Il y avait eu un pays je pense que c'est le Libéria, ils avaient tenté des élections avec la blockchain. Est-ce que vous pensez que la blockchain peut aider à résoudre ces petits problèmes que le Mali a? Bien sûr.
bien sûr, c'est pour cela il faut vraiment aller vers ça. Il faut aller vers ça parce que quand il y a manipulation, on sait qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a une personne qui est derrière. Alors que la blockchain, c'est un registre de confiance. Ceux qui sont derrière, les mineurs qui sont derrière, ne vous connaissent pas, vous, candidat, ne me connaissent pas, moi, opposant, par exemple. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire gagner une partie contre une autre. Donc, la blockchain, on peut bien l'implémenter dans les élections et c'est aussi une solution à toutes ces crises que nous vivons actuellement. Ok. J'ai même parlé de crise de confiance entre Oui. le régime et la population actuelle. Ouais. Et cette crise de confiance-là est due à beaucoup de cas de corruption. Et je sais qu'en implémentant la blockchain dans ces différents domaines-là aussi, on peut bien limiter toute cette gabegie financière-là pour faire de telle sorte que la confiance regagne encore la vie des uns et des autres, quoi. Ouais. Ok. Alors, le franc CFA, ça aussi, c'est Oui. un sujet assez chaud. Oui. Quels sont vos... Et puis, il y a aussi l'éco, il y a la France. Alors, vos avis de façon générale. Personnellement, moi, je surprends les uns et les autres hein, parce que les gens ne... Moi, je pense que le franc CFA, c'est bon. C'est bon pour l'Afrique. C'est bon pour notre zone. En fait, moi, je pense que dans la réaction de nous, au fait, on est assez émotif. On est assez émotif. Il n'y a pas souvent, très souvent, il n'y a pas d'analyse pointue derrière. On veut juste dire que le franc CFA n'est pas bon parce que, voilà, c'est une monnaie coloniale. C'est une monnaie coloniale, mais est-ce que cette monnaie-là ne joue pas son rôle? Si elle joue son rôle aujourd'hui, c'est ce qui est l'essentiel. C'est ce qui est l'essentiel. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé où il faut commercer avec l'extérieur. Aujourd'hui, le franc CFA nous permet de commercer avec l'extérieur. Donc, moi, je pense que c'est ce qui est l'essentiel. Le franc CFA, c'est une très bonne monnaie, à part le nom, qui n'est pas bon. Et voilà qu'il y a l'écho qui vient pour pallier à ce problème de nom. Et je pense que l'écho aussi, c'est une très, très bonne monnaie qu'on peut adopter. Et puis voilà. Au fait, quand vous voulez vous développer, déjà, il faut vous mettre en tête que le développement, il faut commercer au fait pour se développer parce que on ne peut pas produire des biens et puis les proposer seulement à nos citoyens. Il faut aller au-delà de ça. Donc, s'il faut le faire, il faut le faire dans un environnement de confiance. Et cet environnement de confiance-là, l'éco là, le franc CFA là aussi. Sinon, le franc CFA l'avait. Si on part désormais vers l'éco là, parce qu'elle est garantie par la France, qui nous donne une parité fixe avec sa devise qui est l'euro. Ok, Vous avez parlé de la France. Oui, voilà, la Oui. France. Oui, la France. Allez-y. C'était effectivement ma question, la France. Oui. Au fait, moi, je pense que on n'a pas la France, la relation de la France avec ses colonies. Pour moi, Ces anciennes on colonies. n'a pas de dirigeants, on n'a pas de dirigeants assez courageux pour faire face à la France. Je pense que c'est le seul problème qu'on a avec la France. Et les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. La France, aujourd'hui, défend ses intérêts. C'est à nos dirigeants de défendre nos intérêts. Moi, je pense que le problème, c'est nos dirigeants et non la France. Ok. Mais déjà, quand on revient à l'éco, est-ce qu'il n'y a pas un problème, est-ce qu'il n'y a pas une cacophonie? Parce qu'on a entendu récemment que le Nigeria se retire, le Ghana se retire, parce qu'il y a pourquoi la France est toujours dedans? Parce qu'au départ, ce n'était pas la France qui était censée garantir. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème déjà de confiance qui commence à
à démarrer avec ces questions de la France qui entre, qui sort et tout ça? OK. Au fait, moi, ce que j'en pense, c'est que il nous faut le Nigeria et le Ghana dans l'écho. Il nous faut le Nigeria et le Ghana dans l'écho. Il nous faut un État africain. Il nous faut un État africain. Il nous faut une zone. Je prends l'exemple sur l'Union européenne. Il nous faut une zone comme ça où on puisse échanger entre nous. Ce n'est pas dans l'intérêt du Nigeria de quitter la zone éco. Je disais que ce n'était pas dans l'intérêt du Nigeria de quitter la zone. Ce n'est pas dans l'intérêt du Ghana de quitter la zone. Je pense que l'annonce de l'éco a été un peu précipitée. Okay. Par le président Alassane Dramane Ouattara. Il a manqué de diplomatie à l'annonce. Je pense que c'est ce qui a frustré les uns et les autres. Maintenant, il a manqué de diplomatie. OK. Ouais, il a manqué de diplomatie. Je pense que voilà, il a voulu saisir l'occasion parce que le président Emmanuel Macron était en visite chez lui. Il a annoncé. Donc, du coup, il en va de soi que ces pays-là soient frustrés. C'est les pays anglophones. Ce n'est pas des anciennes colonies de la France. Donc, voilà, il se voyait déjà à pieds et mains liés et offerts à la France. Donc, voilà un peu. Sinon, ce que je pense, c'est que par rapport à l'éco, il a été dit que nous allons être... il y aura un panier de devises derrière l'éco. Ça veut dire que ce ne serait pas que l'euro. Il y aura peut-être toutes les devises qui sont utilisées dans le commerce international, sinon quelques-uns des devises qui sont utilisées dans le commerce international. Il y aura ce panier-là qui va être derrière et qui sera en parité fixe avec l'éco. Moi, je pense que c'est une très bonne solution pour nos pays aujourd'hui. Si le Nigeria se retire, le Nigeria est un géant, le Ghana est un géant. Je pense qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas consommer tout ce qu'ils produisent. Donc, c'est dans leur intérêt. Si moi, étant au Mali ici, je peux facilement acheter à Abuja quelque chose, si je peux les acheter, ce serait assez intéressant. Donc, mais justement, c'est là le problème. C'est-à-dire, plus tard, le président ivoirien a déclaré que la monnaie, l'éco sera fixe par rapport à l'euro. Et donc, c'est là, en fait, que le problème a explosé. Donc, non seulement tu annonces que de ton côté et tu pars en France, tu déclares que ça sera fixé à l'euro. Bon, il y a un problème à quelque part. Oui, au fait, je comprends, mais je ne pense pas qu'il ait dit seulement que cette parité sera fixe seulement avec l'euro. Mais ce serait entre un panier de devises et peut-être le dollar, l'euro et le yen. C'est des exemples que je prends parce que c'est ces trois devises-là qui sont aujourd'hui à l'internationalement, qui sont beaucoup utilisées. Donc, peut-être que puisqu'il était en France, il a dit pour la France. Mais bon, les autres, techniquement, je pense bien que ce serait à parité fixe avec un panier de devises et pas un seul devise. OK. Alors, là, d'ailleurs, bon, le président ivoirien, on vient d'apprendre il y a quelques jours qu'il sera candidat encore à un troisième mandat. Vous êtes au Mali, vous voyez que politiquement, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous voyez de l'avenir de la Côte d'Ivoire? Ça va aller? Ils vont gérer? Ou bon, c'est bizarre? Qu'est-ce que vous voyez déjà? La Côte d'Ivoire, c'est un très, très beau pays. J'y étais en 2018, en octobre 2018, dans le cadre de mes examens du DSCG. J'y ai séjourné au moins une semaine. C'est un très beau pays. C'est un très beau pays. Et je pense qu'il ne serait pas juste de plonger ce pays-là dans ce qu'il a déjà vécu. Moi, je pense qu'à sa place, c'est malheureux. C'est malheureux puisque son candidat désigné est malheureusement décédé. Mais c'est malheureux qu'il puisse dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour prendre la relève. C'est assez malheureux.
Je pense que sa candidature n'est pas une bonne chose. Je pense que sa candidature n'est pas une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Même si je sais qu'il y a certainement une stratégie derrière pour se retirer et puis donner le pouvoir au vice-président. Ok. Vous avez entendu de l'artiste Mewe? Oui. Mewe qui est sorti avec une vidéo pour critiquer de façon ouverte le président. Est-ce que vous pensez que c'est déjà les prémices c'est pas moi, ça peut s'enflammer? Parce que si un artiste aussi populaire que Mewe sort, ça peut dégringoler. À mon avis, les prémices sont déjà là. Hein. C'est déjà là. Parce que vous avez vu qu'il y a eu il y a des gens qui sont sortis, même pour l'annonce du retrait de la liste de monsieur le président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui étaient déjà sortis. Au fait, en réalité, le président Ouattara aujourd'hui ne peut pas faire face à tous ces problèmes-là. Il a trop de problèmes pour lui seul et ce n'est pas du tout bon. Parce que quand vous prenez Soro Guillaume, quand vous prenez Laurent Gbagbo, quand vous prenez Bédié, voilà. Au fait, il y a trop de problèmes pour lui seul. Il ne peut pas le gérer. Il ne peut pas vraiment le gérer. Moi, je pense que le mieux, c'est d'aller vers un consensus, qu'ils essaient entre eux de se retrouver entre frères ivoiriens et puis voilà, d'éviter ce qu'on a vécu pendant près de 10 ans. Ok. Alors, l'Afrique, on parle de l'Afrique. Vous avez parlé d'un État africain. Disons, on peut raccourcir en disant les États-Unis d'Afrique. Vous êtes pour, contre? Comment le faire? Quel est votre avis sur en même temps, brosser un peu la zone économique de libre-échange que le Rwanda... La ZLEC. La ZLEC, effectivement. Au fait, oui. Vous voyez, moi, j'ai même voulu faire l'histoire. Je voulais m'inscrire pour un master là. Faire ça, c'est à Bâle. L'histoire européenne. En réalité, moi, je suis non seulement pour l'Union africaine, mais je pense même que c'est indispensable aujourd'hui pour que l'Afrique prenne toute sa place au sein de la Société des Nations, quoi. Parce que quand on part à rang dispersé, on ne va jamais pouvoir payer. Je disais que je suis vraiment pour l'Union africaine, pour que ensemble, nous puissions former un seul État. J'ai donné l'exemple de l'Union européenne. La force de l'Union européenne, c'est ça. La force de l'Union européenne, c'est ça. C'est plusieurs pays qui sont ensemble. Même si on ne part pas vers les États-Unis d'Afrique, au moins qu'on puisse mettre en place une union où nous allons pouvoir avoir une politique économique commune, sinon commune, et pouvoir faire avoir la même monnaie, par exemple, chose que Kadhafi voulait faire. Je pense que le développement, ça passe par ça. Le développement passe par ça. Il faut vraiment qu'on aille vers l'Union africaine. Et voilà. Mais bon, aujourd'hui, nous avons des présidents qui sont assez égoïstes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes et à un petit nombre de personnes qui peuvent piller à volonté. Alors que si on parle, même la stabilité politique, pour avoir cette stabilité politique, il faut aller vers l'Union et on aura cette stabilité politique. Ok. Mais on voit que l'Union européenne n'est pas vraiment stable comparé par exemple aux États-Unis d'Afrique et plutôt aux États-Unis d'Amérique. Voilà. C'est deux types d'unions, mais qui sont différents. On voit que l'Union européenne, c'est très compliqué. On ne sait pas qui commande, c'est compliqué. Donc, quel type d'union vous préférez? L'union de type Union européenne ou l'union de type États-Unis d'Amérique? Moi, je suis plutôt États-Unis d'Afrique. Je suis plutôt États-Unis d'Afrique. Maintenant, à défaut de ne pas avoir les États-Unis d'Afrique, on peut aller vers l'Union africaine. On peut aller vers l'Union africaine. Que on puisse avoir la même devise.
et que on puisse commercer dans un marché ouvert. Ok. Voilà, que les barrières douanières là puissent être levées pour que voilà, on puisse commercer entre nous. Ok, on est déjà à 1 heure de conversation et tout ça. On va essayer essayer de résumer un peu et finir la conversation. L'avenir de la crypto, c'est vrai que vous avez dit qu'au Mali, il n'y a pas vraiment de projet là-dessus, c'est pas actif. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour vraiment vulgariser la crypto et puis la blockchain? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Déjà, moi, je pense que tout va dépendre des acteurs. Hein. Tout va dépendre des acteurs. Vous êtes un des acteurs. Qu'est-ce que vous êtes? Oui, au fait, moi, je suis un des acteurs, mais bon, je suis un peu, disons, je ne suis pas assez costaud pour à moi seul faire le poids. Déjà, quand je parle d'acteurs, par exemple, c'est pour la crypto-monnaie, c'est pour ceux déjà qui proposent la crypto-monnaie. En fait, la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert, je dirais, facilement, sinon difficilement, mais qui se perd facilement. Donc, quand il y a beaucoup d'acteurs qui font de la crypto-monnaie et qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas sérieux dedans, il suffit qu'il y ait un faille quelque part seulement pour que les autres se retirent complètement des histoires de crypto-monnaie. Donc, il faudrait réglementer d'abord le domaine pour que déjà ceux qui vont aller vers la proposition de ces crypto-monnaies-là soient des gens qui sont solvables, qui sont vraiment sérieux dans leur travail. Donc, c'est ce qui va amener la confiance. Et moi, je pense que c'est seulement la confiance qui manque aujourd'hui pour que la crypto-monnaie soit le quotidien des Maliens. Ça, c'est pour la crypto-monnaie. Pour la blockchain, c'est comme je l'ai dit auparavant, il faut aussi aller vers la réglementation, faire des projets de loi par rapport à la blockchain pour qu'on puisse considérer la blockchain à part entière comme un outil de l'environnement des affaires dans notre zone. Voilà un peu. Ok. Combien de temps vous pensez que ça peut prendre? Il faut 5 ans, 10 ans pour que vraiment la crypto soit assez banale au Mali, que ce soit vraiment utilisé en masse comme Orange Money. Quelle est la période? Votre pronostic? Vous savez que quand Orange Money, ça a commencé, au Mali ici, ça a commencé il y a 10 ans à peu près. Hein. Il y a 10 ans à peu près. Moi, je pense que si on arrive à réglementer le domaine, on peut, d'ici 5 à 6 ans, la crypto-monnaie va être le quotidien des Maliens. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce que c'est comme je vous l'ai dit, on l'utilise déjà, on l'utilise, la monnaie virtuelle, on l'utilise déjà. Mais bon, maintenant, si moi je crée ma monnaie, parce qu'au fait, la base même de la monnaie, c'est la confiance. La base même de la monnaie, c'est la confiance. Aujourd'hui, nous avons la monnaie fiduciaire, nous avons la monnaie métallique, mais la monnaie même, c'est la confiance qui est derrière. La monnaie, c'est la confiance qui est derrière. Donc, tant que le Malien lambda ne... Oui, Voilà. Ok, donc je pense que vous avez déjà dit 5, 6 ans, un truc comme ça. Ok, bon, de toute façon, c'était l'une des dernières questions. Maintenant, bon, c'est un peu dire un mot assez général de la fin de notre conversation. Voilà, juste comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez et puis voilà, pour qu'on puisse conclure voilà, la conversation. Ok, moi, ce que je peux faire, sinon ce que je peux dire, c'est de vous remercier, vous, déjà, pour tout ce que vous faites pour le domaine, parce que vous prenez des initiatives et puis, voilà,
en vue de vulgariser vraiment la blockchain, la crypto-monnaie. Je vous remercie et je vous encourage à persévérer dans ce que vous faites. Et je suis sûr que c'est seulement comme ça que voilà, tout le monde saura ce que c'est que la blockchain et quelles sont ses applications. La crypto-monnaie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la crypto-monnaie? Voilà un peu ce que je peux dire. L'avenir, c'est dans le digital. L'avenir, c'est dans le digital. Et quand on parle de digital, on parle de crypto-monnaie, on parle de blockchain. Donc, sauf ceux qui ne veulent pas aller dans le futur. Sinon, les gens seront obligés de vous suivre, sinon de nous suivre. Merci à vous. Voilà, merci. Ouais. Et puis bon, de toute façon, on espère qu'on pourra, s'il y a autre chose, bon, peut-être même on pourra se déplacer au Mali, on ne sait jamais s'il y a des choses qui Il y a une actualité qui concerne la blockchain, la crypto-monnaie, vous pouvez seulement m'informer et puis bon, on peut voir comment on peut essayer d'informer ceux qui sont au Mali et ceux qui sont hors du Mali. Voilà, et puis bon, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, bon, on espère vous voir bientôt au Mali alors. Oui, ça sera. J'ai toujours voulu faire un tour au Mali, mais bon, je n'ai pas eu assez de temps, mais bon, on verra bien. Comme vous êtes là maintenant, on verra bien.